Andelatte raconte. Christophe Andelatte. Voici une enquête criminelle très atypique. L'enquête sur l'assassinat à Barbezieux en Charente en juin 2012 de Claude Tavernier, une vieille dame de 82 ans. Vous connaîtrez le nom du tueur. Ça va vous surprendre. Mais vous connaîtrez aussi une énorme frustration. Vous ne saurez pas pourquoi il a tué cette vieille dame. Et du coup, tout à l'heure, pour le débrief, je ferai appel au docteur Fabien Houbat, qui est l'expert psychiatre qui a eu à expertiser le tueur pour tenter de comprendre ses motivations. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. « 26 juin 2012, vers 9h30 du soir, à Barbezieux, en Charente. » Allô ? Oui, j'écoute. Madame Paulet ? C'est la société d'alarme de chez Madame Tavernier. Dites, on reçoit pas le signal du système d'alarme de la maison, là. Vous auriez la possibilité d'aller voir ? Oh ben oui, je suis à 500 mètres. Nicole Paulet est la femme de ménage de Claude Tavernier, une octogénaire qui habite tout près de chez elle. Elle se dit s'il m'appelle, c'est qu'ils n'ont pas réussi à la joindre. Et donc elle va sur place. Et quand elle arrive, oh mon Dieu, il y a de la fumée qui sort par un volet entrouvert. Un incendie. Elle appelle tout de suite les pompiers. Ils arrivent. Ils entrent dans la maison. Elle les suit. Et c'est elle. Oh mon Dieu! C'est elle qui découvre Madame Tavernier, étendue sur le sol. Elle ressort en hurlant. Elle est morte. Elle est morte. Quand les gendarmes de Barbezieux arrivent sur place, les pompiers ont maîtrisé le feu. Vous pouvez y aller, hein, sans problème. Ils s'approchent du corps. Oh, dis donc, t'as vu ? C'est pas l'incendie qui l'a tué, hein. C'est un meurtre, putain. 1, 2, 3, 5, 6. Je crois que je vais pas arriver à les compter. Elle a reçu 40 coups de couteau, 32 à la gorge et 8 dans le dos. Et c'est de ça qu'elle est morte. Le feu, c'était après. Faut y aller, hein. 40 coups de couteau. C'est un meurtre d'une sauvagerie inouïe. Tout autour, beaucoup de désordre, comme s'il y avait une bagarre, une lutte entre elle et celui qui l'a tué. Alors où l'a-t-il tué? Là où on a trouvé le corps? Non, pas sûr. Il y a du sang partout dans la maison, dans 27 endroits différents, y compris sur un volet. Mais là où il y en a le plus, c'est dans sa chambre, sur le sol et sur le lit. C'est peut-être là qu'on l'a tué. Et avant, on l'a bâillonné parce qu'il y a un rouleau de Chatterton. Mais l'indice le plus intéressant de ce début d'enquête, on le trouve sous les ongles de Madame Tavernier. C'est confirmé, elle s'est battue avec lui, 82 piges. Elle s'est battue, et on retrouve sous ses ongles un ADN masculin. Et le même ADN sur ses poignets et sur son pantalon. Pas mal. On a l'ADN du tueur. À Barbezieux, presque tout le monde la connaissait, Claude Tavernier. C'est pas grand, hein, 4000 habitants. Tu vois la maison de maître à l'entrée de la ville, là, près du garage Renault? Bah voilà, c'est chez elle. Ou plutôt c'était. Le lendemain du meurtre, une marche blanche réunit 300 personnes dans les rues de la petite ville. Et les gens viennent accrocher des fleurs à la grille de la maison. Ça faisait 40 ans que Claude Tavernier habitait là. Veuve d'un colonel, mère de garçons officiers et de filles mariées à des militaires. Catholiques, bien sûr, 27 petits-enfants, 33 arrière-petits-enfants. Fallait voir l'été, tout ce petit monde dans la grande maison, les grandes tablées de 4 générations. Il leur arrivait d'être 70 à table.
Une grande famille française traditionnelle, dont Claude Tavernier était donc la matriarche. Elle était aussi très investie à Barbezieux. Militante du Secours catholique, elle allait voir les personnes seules à l'hôpital. Une femme simple, riche, mais très simple, avec, dit-on, le cœur sur la main. Le lendemain du drame, les gendarmes ratissent la villa. Et ils s'aperçoivent qu'on a volé 2 ou 3 babioles. D'abord, il manque la télé, et puis la carte bancaire de Claude Tavernier. Et aussi une pendule en bronze qui aurait une certaine valeur, d'après ce que disent les enfants, dans les 10 000 euros. Et puis il manque aussi la voiture. On l'aurait donc tué pour une pendule. La voiture, on la retrouve le soir même, incendiée, à quelques kilomètres de la sortie de la ville, tout près du camp des gens du voyage. Et là, il y a un contexte. Au cours des mois précédents, 70 cambriolages ont été commis à Barbezieux. Et ça venait souvent du camp de Caravane. Et dans ce camp, les gendarmes ont un homme dans le collimateur. Un alcoolique et héroïnomane, connu pour des vols avec violence et pour plusieurs cambriolages. Est-ce que ça serait lui? Les gendarmes l'arrêtent, et d'ailleurs quand ils l'arrêtent, il est au volant d'une voiture volée. Et ils le placent en garde à vue. Je suis pas trop bien dans ma tête en ce moment. Je fais n'importe quoi. Peut-être. Mais ça n'est pas lui. Premièrement, il a un alibi solide. Et deuxièmement, on a prélevé son ADN pour comparaison. Ça ne matche pas. Le 30 juin, il y a plus de 700 personnes aux obsèques de Claude Tavernier en l'église de Barbezieux. Environ 2 semaines après les obsèques, un gendarme de Barbezieux, qui n'est pas du tout sur l'enquête, c'est la section de recherche de Poitiers qui est sur le coup. Un gendarme de Barbezieux, donc, un gendarme motocycliste, s'aperçoit qu'il a peut-être vu un truc le soir du crime qui pourrait intéresser ses collègues. Ce soir-là, je prenais mon service de nuit, et puis quand je suis arrivé à la gendarmerie, je me suis aperçu que j'avais oublié mes clés. Donc je suis retourné chez moi. Et au retour, en revenant, en passant devant chez Madame Tavernier, j'ai vu un homme qui sortait de la propriété. Et pour moi, cet homme-là, c'était un gendarme. En tout cas, il avait au moins le polo bleu clair des gendarmes avec écrit gendarmerie dans le dos, ça, c'est sûr. Et c'est aussi pour ça que j'en ai pas parlé jusqu'ici, parce que je me suis dit, c'est un gars de chez nous, ils doivent être au courant, quoi. Et ce gars, vous pourriez le décrire? Ouais, un homme de, je dirais 25-30 ans, je sais pas, 1m75, brun. Il dit qu'à ce moment-là, des formations de gendarmes, il a regardé l'heure sur le tableau de bord de sa voiture. Il était précisément 19h57. Et je vous le dis tout de suite, aucun gendarme de Barbezieux n'est allé chez Madame Tavernier ce soir-là autour de 20h. En tout cas, officiellement. Les seuls gendarmes qui sont allés sur place, ils sont allés à 22h15, juste après la découverte du drame. Incroyable! Un gendarme serait dans le coup? Un gendarme qui serait allé la tuer en uniforme de 40 coups de couteau? Dans cette enquête, c'est un sacré rebondissement, et c'est très embarrassant pour la gendarmerie qui mène l'enquête. Ils n'y croient pas, les gendarmes. Et donc ils élargissent le cercle aux anciens gendarmes. Moi je me dis que c'est peut-être un contrat court, quoi, le gars. Un gars qui aurait pas été reconduit et qui aurait gardé son uniforme. Et donc les gendarmes se mettent à dresser des listes d'ex-gendarmes. D'abord en Charente, et puis ils élargissent à l'Aquitaine, et puis au Pays de Loire. Et ils arrivent à une longue liste de 5000 noms. Et à partir de là, pendant 2 mois, façon gendarme, têtu, obstiné, méticuleux, ils rayent des noms. Ils enlèvent les blonds, par exemple, puisque le type était brun. Et les chauves, puisque le type avait des cheveux.
Et les trop grands, et les trop petits. Et celui-là, il pouvait pas être là ce soir-là, et celui-là non plus. Tous les jours, il raye des noms sur cette liste de 5000 noms. Et un jour, au bout de 2 mois, il ne leur reste qu'un seul nom. Bien les gars, on a un nom. Mathieu Bulins, 27 ans. C'est un ancien gendarme. Il a été adjoint volontaire pendant 5 ans et jusqu'à il y a 15 jours à la gendarmerie de Beigne. Et depuis la fin de son contrat, d'après ce qu'on sait, il est agent de sécurité. Et là, on s'aperçoit que ce Mathieu Bulins connaissait la victime. En 2008, Claude Tavernier avait été cambriolé. Il est intervenu chez elle. Alors, on va l'arrêter tout de suite, là, maintenant ? Patience, patience. Les gendarmes de la section de recherche de Poitiers se rencardent d'abord auprès de ses anciens collègues. Bulins ? Oh, un type impeccable. Des états de service irréprochables. Ouais, un bon gars, vraiment. Vous avez perçu de la colère contenue chez lui, de la violence rentrée ? Oh, pas du tout, non ? Non, il m'est toujours apparu équilibré. Pas brillant, mais un type équilibré, quoi. Ajoutez à ce tableau, trop parfait, que Mathieu Bulins est aussi fils de gendarme. Faudrait pas faire une boulette, hein. Faudrait pas l'accuser à tort. Le 24 août 2012, Mathieu Bulins est convoqué à la gendarmerie d'Angoulême. Juste convoqué. Et il se présente très détendu, serein. Monsieur Bulins, un collègue vous a vu sortir de la maison de Madame Tavernier le soir où elle a été tuée. Qu'est-ce que vous faisiez là, Monsieur Bulins ? Effectivement, je suis allé voir Madame Tavernier. Vous savez, elle a été cambriolée il y a 4 ans. Et à l'époque, j'ai eu à travailler sur l'enquête. Et depuis, on est devenus amis, quoi. Donc oui, je suis passé chez elle. Mais j'ai rien à voir avec sa mort, hein. Je n'aurais pas fait de mal. Vous êtes resté ami avec elle, après avoir enquêté sur son cambriolage. Ben oui. Elle nous avait dit à mon collègue et à moi qu'on pouvait revenir la voir pour prendre un café si on voulait. Ben moi, j'y suis allé. 5 ou 6 fois. Elle était gentille. Je me suis attaché à elle. On a beaucoup parlé après le décès de ma maman. Elle m'écoutait, quoi. Elle me réconfortait. On se tutoyait, vous savez. On se faisait la bise aussi. Vous êtes resté combien de temps, Monsieur Bulins ? Je dirais une demi-heure. On vérifie. Il a vraiment perdu sa mère en 2003. Mais cette histoire d'amitié avec Madame Tavernier, les gendarmes ont du mal à le croire. Comme vous, hein. Comme moi. Ça existe, les belles histoires, les amitiés intergénérationnelles, intermilieu social. Mais en général, si je me déplace, c'est pas pour vous raconter des romances. Un point tout de même, Monsieur Bulins. Le collègue qui vous a vu sortir de chez Madame Tavernier vous a vu en uniforme. Ça fait 15 jours, monsieur, que vous n'êtes plus dans la maison. Qu'est-ce que vous faisiez avec cet accoutrement à cet endroit-là? Voyons comment il va se débrouiller avec ça. En fait, je l'ai mise pour être sûr qu'elle me reconnaisse bien, quoi. Vous savez, elle était quand même âgée. Et puis elle m'avait toujours vu dans cette tenue, alors... Ok, il peut rentrer chez lui. Est-ce que ça vous a convaincu? Non? Oh, vous êtes dur.
De toute façon, il ment. Il ment quand il dit qu'il se tutoyait. Madame Tavernier n'a jamais tutoyé personne. Elle vous voyait ses 5 enfants, et même ses petits-enfants, et même ses arrière-petits-enfants. Et ça depuis le plus jeune âge. Il paraît qu'elle vous voyait même les nourrissons. Pas du tout le genre à avoir des familiarités avec un gendarme adjoint. Du tout. Et la bise, les 2 grosses macs sur la joue. Madame Tavernier, vous n'y pensez pas. Il ment. Et ajoutez à cela que dans l'entourage de Claude Tavernier, personne n'a jamais entendu parler de lui. Ni ses enfants, ni sa femme de ménage. Personne. Il ment. Et ça se vérifie quand on interroge les collègues avec lesquels il est intervenu à l'époque sur le cambriolage. Moi, je crois qu'il a jamais parlé avec elle à l'époque. C'est le chef de brigade qui lui a parlé, nous. Nous, on était vraiment en retrait, quoi. Et est-ce qu'à la fin, elle vous a dit « Revenez quand vous voulez ». Oh non. Non, je crois pas. Je suis même certain que non. Elle nous a pas parlé, je vous dis. C'est la confirmation que Mathieu Bulins ment. Par ailleurs, si on regarde en détail l'activité de son portable, il a coupé son portable le 26 juin à 14h, ce qu'il ne fait jamais. Et il l'a rallumé le lendemain du crime à 11h45. Louche. Mais là où il n'y a plus aucun doute, c'est quand on compare son ADN à celui prélevé sous les ongles de la victime. C'est lui qui l'a tué. Et après, ça va très vite. Il est placé en garde à vue, et par rapport à la fois d'avant, il est beaucoup plus tendu. Et les gendarmes ne finassent pas. On a retrouvé votre ADN, monsieur Bulins, sous les ongles de la victime. Et il avoue tout de suite. C'est lui qui l'a tué. Il dit que ce jour-là, il est allé la voir chez elle une première fois, qu'il est parti, qu'il est revenu, et que c'est là qu'il l'a tué. Mais n'espérez pas plus de détails. Je me souviens plus de rien. J'ai quelques flashs comme ça, mais le reste j'ai oublié. Comme une amnésie, vous voyez. Il y a le flash dont je me souviens, c'est dans la chambre à coucher. Elle est là, elle me regarde, elle crie. J'essaye de lui mettre du scotch sur la bouche. Et puis je lui donne un coup de couteau. Au niveau de la gorge. Un coup de couteau ou 40? Eh bien les autres, il les a oubliés. Il est possible que ce soit vrai, hein, un choc émotionnel. Il ne peut pas assumer ça, alors il l'efface. Ou alors, il chic. Mais pourquoi est-ce que vous avez tué cette femme, monsieur Bulins? Je ne me souviens pas. Je me souviens plus. Ça fait 2 mois que j'y pense. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On ne va pas pouvoir compter sur lui pour les explications. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il va falloir se passer de lui. Et donc échafauder un scénario fait d'hypothèses. Le 26 juin 2012, à midi, Mathieu Bulins coupe son téléphone portable. Et le soir, aux alentours de 19h, il quitte son domicile à Angoulême et prend la direction de Barbezieux. À ce moment-là, il a clairement son plan en tête. Il veut tuer Madame Tavernier. Il se gare à proximité de sa demeure. Il veut d'abord s'assurer que l'octogénaire est bien chez elle et qu'elle est seule. À ce moment-là, il porte son ancien uniforme. Il s'introduit dans le jardin. Il s'approche de la maison à pas de loup. Par la porte-fenêtre du salon, il la voit assise devant la télévision, un plateau repas posé sur la table basse. Il l'observe un moment, assez longtemps pour s'assurer qu'elle est bien seule. Il ressort, il retourne à sa voiture, et c'est là que le gendarme de Barbezieux le voit. Là, il se change probablement. Il revient en civil avec un couteau de chasse et un rouleau de Chatterton.
Il passe par une porte-fenêtre, restée ouverte à l'arrière de la maison. Il entre, et il se jette sur elle. Et il tente de la bâillonner avec le scotch. Mais elle se rebiffe, elle le griffe, elle se débat, il n'y arrive pas. Elle réussit alors à se réfugier dans sa chambre. Il la rattrape. Cette fois, il la bâillonne, et il lui plante les premiers coups de couteau. Et il la laisse pour morte sur son lit. Là, il fait le tour de la maison pour mettre en scène un cambriolage. Il repère la télé, la pendule en bronze et la carte bancaire. Il met tout ça dans la voiture de Madame Tavernier. Et là, il revient dans la chambre et il s'aperçoit qu'elle n'est pas morte. Elle a enlevé son bâillon et elle est en train de ramper vers l'extérieur. Et c'est là qu'il ressort son couteau et qu'il l'achève. Et ensuite, il met le feu. Les experts ont mis à jour son système. Il a utilisé des bougies. Il les a posées au pied des rideaux. Et il les a enflammés. Voilà à peu près comment ça s'est passé, sans doute. Ça colle avec la scène de crime, ça colle avec les traces de sang, ça colle avec les projections sur les murs. Il n'y a qu'une seule chose qu'il n'avait pas prévue, que le feu allait ronger les fils du téléphone et empêcher la connexion avec la société d'alarme. Et évidemment, il n'avait pas prévu qu'un ancien collègue l'apercevrait en uniforme. Mais s'il ne l'avait pas vu, c'était le crime parfait. On ne serait jamais remonté jusqu'à lui. Mais dans ce scénario, on bute toujours sur le mobile. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Pourquoi ces 40 coups de couteau ? On a beau lui poser la question, il n'en sait rien. Il n'a pas fait ça pour la voler. Il n'a rien gardé, ni la pendule, ni la télé, il n'a même pas essayé d'utiliser sa carte de crédit. Alors pourquoi ? Là encore, il va falloir se contenter d'hypothèses. Et l'hypothèse la plus probable, c'est un traumatisme lié à la mort de sa mère. Quand elle meurt d'un cancer du sein, en ayant caché sa maladie à ses enfants jusqu'au bout, Mathieu a 17 ans. Et grâce au témoignage de ses proches, on sait qu'à partir de ce moment-là, il se met à s'habiller en noir. Il est hanté par la mort de sa mère. À ce moment-là, il ne s'accroche qu'à un projet, devenir gendarme, comme son père, ce qui était aussi le rêve de sa maman. Mais il rate 2 fois le concours de sous-officier. Et tant pis, il se rabat sur le statut de gendarme auxiliaire volontaire. Pendant 5 ans, il enchaîne les contrats courts. Et puis, ça se passe mal, et il est mis à la porte, 15 jours avant de commettre cet assassinat. On peut donc envisager que le moteur du crime, c'est le ressentiment, c'est la frustration. Et pourquoi elle, Madame Tavernier ? Eh bien parce que elle a des enfants militaires, officiers, généraux même. Elle a des enfants qui ont réussi ce qu'il a, lui, raté. Voilà donc l'hypothèse qu'on peut formuler quant au mobile de ce crime. Vous trouvez ça un peu tiré par les cheveux ? Eh bien malheureusement, je n'ai rien d'autre à vous proposer. L'instruction n'a rien de mieux à proposer. Et c'est dans cet état de supposition que Mathieu Bulins est renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat, plus les vols, plus l'incendie. Son procès s'ouvre à Angoulême le 16 novembre 2015 pour 5 jours. Et on comprend d'entrée qu'il n'a pas changé d'avis, il assume son geste, mais il prétend qu'il ne l'a pas prémédité. Depuis son box, il est à peine audible, il est sans cesse au bord des larmes. Et d'entrée, il s'adresse à la famille Tavernier. « Je suis désolé, vraiment désolé pour le mal que je vous ai fait. » On apprend à l'occasion que le gendarme Bulins était un geek, qu'il passait des heures et des heures sur son ordinateur, sur des blogs gothiques, sur des sites de rencontres ou sur des plateformes de poker en ligne. On attend beaucoup, bien sûr, des experts psychiatres. Ils viennent dire qu'il est en proie à des pulsions et qu'il est dangereux, mais qu'il est en état d'être jugé. Il n'est atteint d'aucune pathologie psychotique.
Le procès dure 5 jours, et à la fin, Mathieu Bulins est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Il fait appel à la dernière limite, et il est rejugé à Bordeaux en mai 2017. Et d'entrée, il s'explique sur cet appel. J'ai beaucoup hésité. Je ne voulais pas infliger un second procès à la famille Tavernier. Mais vous comprenez, j'ai été condamné pour meurtre avec préméditation, et ça n'est pas la vérité. Je n'ai rien prémédité du tout. Et là, on découvre un épisode qui était passé totalement inaperçu lors du premier procès. Et pourtant, c'est dans le dossier. Au moment où il a été arrêté, Mathieu Bulins était sur le point d'entrer dans la police. Il avait passé avec succès le concours pour entrer dans la police technique et scientifique. Il ne lui restait plus que les oraux à passer. Il a été interpellé juste avant. On a eu chaud. Ça s'est joué à pas grand-chose. À part ça, il n'a toujours aucune explication à son geste. C'est très frustrant pour la famille Tavernier. Ils ne sauront pas. Ils ne sauront jamais. Et le verdict confirme celui du premier procès. Mathieu Bulins est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec 20 années de sûreté. Et c'est la fin de cette histoire que, naturellement, je voulais absolument débriefer avec l'expert psychiatre, le docteur Fabien Aubat d'Agen, qui a eu à l'expertiser. Alors, docteur, j'ai une première question, parce que tous ceux qui auront entendu cette histoire se disent sans doute, comme moi, que ce type est cinglé. Mais vous dites qu'il n'est atteint d'aucune pathologie psychiatrique, vous en êtes sûr ? Alors, on est à peu près sûr qu'il n'a pas de pathologie psychiatrique. D'abord, c'est quelqu'un qui n'a aucun antécédent d'ordre psychopathologique. Et ce qui est toujours un peu surprenant dans ce type d'affaires, c'est de pouvoir mettre en perspective à la fois l'abominable d'une situation criminelle et la relative normalité des sujets qu'on examine. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une situation extrêmement fréquente. L'abomination de l'acte ne se résume pas forcément à des problématiques psychotiques, et des individus tout à fait normaux au sens du psychiatre, bien évidemment, peuvent commettre ce type d'actes. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que visiblement, M. Bulins n'a jamais eu de pathologie psychiatrique caractérisée. Quand il dit qu'il a oublié, qu'il ne lui reste qu'un ou deux flashs, qu'il ne sait pas notamment pourquoi il a fait ça, il simule, à votre avis, pour éviter de s'expliquer, ou il est sincère ? Alors là, il y a toujours de nombreuses hypothèses qui sont soulevées par ce type de situations, qui sont d'ailleurs extrêmement fréquentes. En matière criminelle, il y a souvent une occultation des faits. Alors comme vous l'avez dit, la plupart du temps, les gens essayent d'occulter, d'éliminer, d'éloigner une représentation insupportable parce qu'ils en ont été l'auteur direct. D'autres possibilités existent. Il y a des causes médicales, l'oubli, des confusions mentales, des choses qui ont pu être assez rapidement éliminées, des intoxications massives, enfin des choses que l'expertise a permis d'éliminer de manière très séquencée. Reste qu'effectivement, cette espèce d'oubli pose question sur le rapport du sujet à son propre passage à l'acte. Il arrive parfois que lorsque un sujet est traversé par une dynamique pulsionnelle, émotionnelle extrêmement forte, il y a des phénomènes d'occultation de ce type-là qui se produisent. Vous êtes psychanalyste, docteur, par ailleurs, ou pas ? Pas du tout. Je suis un psychiatre dans tout ce qu'il y a de plus classique et médecin légiste. L'idée de refouler quelque chose n'est pas dans votre langage, quoi. Si, mais si vous voulez, occultation, le refoulement, c'est un discours de type psychanalytique. Oui. On peut parler d'occultation, on peut parler d'enfouissement, on peut utiliser d'autres terminologies. Mais il existe une capacité chez l'homme à poser une barrière qui fait qu'en fait le réel ne lui revient pas en pleine figure, quoi.
Oui, mais je crois que chez M. Blevins, il y a autre chose. Je pense quand même qu'il a fermé le couvercle de manière délibérée parce qu'il y a quelque chose d'irreprésentable, d'indicible dont il n'a pas envie de parler, et c'est bien évidemment tout l'enjeu de l'expertise et de la fameuse boîte noire. Il y a aussi une frustration, pas seulement chez les auteurs d'actes criminels, mais aussi la frustration chez les experts. C'est-à-dire que parfois, on voit les choses se dérouler avant le passage à l'acte, on voit les choses reprendre après le passage à l'acte, et puis il y a au milieu cette espèce d'espace très particulier, souvent qu'on appelle un peu rapidement une boîte noire, mais qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, et souvent l'expert sort de cette affaire-là avec lui aussi avec de la frustration. Vous nous rassurez, il n'y a pas que nous. Alors pour vous, la clé, docteur, c'est donc la mort de sa mère en 2003, qui est au fond le contexte du meurtre, qui est le contexte de son hypersensibilité. Alors, si vous voulez, à partir du moment où on a éliminé une pathologie mentale caractérisée qui permettrait d'avoir une explication, j'ai envie de dire très simple, d'un passage à l'acte parce qu'il est lié à une manifestation délirante ou hallucinatoire, il nous reste la psychopathologie, c'est-à-dire des choses qui se rapprochent de la normalité. La psychopathologie, la plupart du temps, on l'explore en regardant la biographie de manière attentive. Donc, chez lui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement la perte de la mère avec qui il a eu une relation, alors pour le coup, je vais dire assez oedipienne parce que lui-même le dit. Et puis on trouve un sujet aussi extrêmement introverti, très inhibé vis-à-vis de la sexualité et de la vie affective, qui n'a jamais engagé de période de vie commune avec quiconque, qui est finalement assez distancié vis-à-vis de la sexualité, et sont les deux éléments un peu, moi, que j'ai trouvé très, très déterminants dans cette affaire-là. Ce qui m'a amené d'ailleurs à déployer une hypothèse que vous n'avez pas évoquée, mais que j'ai essayé d'élaborer, c'est-à-dire qu'est-ce qui a pu se passer effectivement entre cette dame et l'auteur des faits. Il y a une règle en psychiatrie criminelle, puisque je pense que les expertises ne sont pas simplement des expertises psychiatriques, mais aussi psychocriminologiques, c'est d'évoquer ce qu'on appelle le trépied criminologique. Auteur, victime et situation criminogène. Il ne peut pas y avoir de passage à l'acte de ce type s'il n'y a pas eu des interactions très particulières entre l'auteur et la victime. Reste à savoir quelle est la nature ou quelles ont pu être ces interactions entre l'auteur et la victime. Et c'est ça la question que je me suis posée. Parce que le passage à l'acte, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre le déploiement extrêmement brutal d'une violence absolument inouïe qui relève quasiment de la destructivité. Oui. Annuler l'autre, destructivité. Donc, qu'est-ce qui peut accumuler ou faire qu'un sujet accumule une charge agressive ou pulsionnelle d'une telle intensité ? Ça peut être, comme vous l'avez évoqué, de la frustration, de l'aigreur, une blessure. Son impuissance à devenir gendarme, doublée au fond de ce qu'il se reproche probablement à tort, c'est de ne pas avoir aidé sa mère atteinte d'un cancer, puisque jusqu'au bout, semble-t-il, elle ne dit pas qu'elle a un cancer. Il ne peut rien faire, il a été impuissant à ça. Et donc à la fois il attaque la femme et la mère de militaire. C'est ça qu'on comprend. Oui, mais déployer une telle destructivité, ça suppose quand même d'avoir accumulé un niveau d'agressivité et de pulsion de destructivité absolument inouï. Je pense que les éléments tels que vous les déployez ne suffiraient pas, me semble-t-il, à faire en sorte qu'une telle violence puisse se déployer en quelques minutes. Certes, il a eu un destin qui est relativement modeste, certes, il n'a pas terriblement réussi ni dans la gendarmerie ni dans la police, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pourquoi s'attaquer à cette dame-là ? On peut y voir effectivement la figuration d'un double maternel, pourquoi pas, mais alors il aurait fallu peut-être que se jouent des choses entre lui et elle qui peut-être dépassent effectivement l'entendement. Moi j'ai supposé que quelque chose de l'ordre de la sexualité s'était joué dans cette affaire-là. Il vous dit que non, lui. Bien sûr, mais il dit non à tout. Que ça ne l'a pas attiré du tout. Absolument, mais lui nie tout, c'est-à-dire qu'il n'aide pas beaucoup ni les enquêteurs, ni le magistrat instructeur, ni l'expert psychiatre à y voir clair dans cette affaire-là. Simplement, on est un peu comme le petit poussé. Il faut aller chercher les cailloux et essayer de voir le sens que ça pourrait avoir. Moi, c'est la chambre à coucher déjà qui m'a surpris. Quelque chose s'est joué dans la chambre à coucher. Je l'avais interrogé là-dessus en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? À quoi ça sert un lit ? À quoi ça sert une chambre à coucher ?» Et il me dit d'un air quasi amusé, il me dit « Ça sert à dormir. » Et tout le monde sait qu'une chambre à coucher, ça sert aussi à autre chose qu'à dormir. Donc j'ai trouvé ça déjà un petit peu curieux. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis aussi médecin légiste, c'est la zone où ont été portés les coups de couteau. Quand vous déployez de la destructivité, si c'était aussi anarchique que ça, les coups de couteau auraient été portés partout sur l'ensemble de la surface corporelle. Là, c'est le coup.
Et moi, je trouve que le cou, c'est jamais une zone banale, anatomique banale, puisque s'y jouent souvent des histoires très passionnelles, érotiques, et donc, même si c'est tiré un peu par les cheveux, moi, vous n'êtes pas psychanalyste, mais vous tirez le fil, hein. Mais si vous voulez, quand vous n'avez plus de la psychiatrie standard, il vous reste plus que de la psychopathologie. Et la psychopathologie, vous allez la puiser à Papa Freud, vous n'allez pas la chercher ailleurs, en règle générale. Voilà. Donc, si vous voulez, on est obligé quand même, parce qu'il y a la mort de cette mère, il y a cette relation oedipienne, il y a ce meurtre qui se joue avec une dame qui pourrait avoir l'âge de sa mère, peut-être un petit peu plus, mais quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui a pu se jouer entre cet homme et cette femme qui pourrait être une figure maternelle déclinée, vous l'avez dit vous-même, mais c'est fortement envisageable. Qu'est-ce qui a pu se jouer? Moi, j'ai posé l'hypothèse en disant d'ailleurs dans mon expertise, écoutez, si vous trouvez mieux que moi, je suis preneur, hein, en quelque sorte, je suis preneur. Moi, j'ai émis cette hypothèse d'une proximité érotique qu'il aurait très mal vécu et qui l'aurait propulsé dans une espèce de rage de destructivité parce que c'était quelque chose d'irreprésentable et d'insupportable pour lui. Pardon, docteur Oba, mais je pense que les gens qui nous écoutent pensent la même chose que moi. Il avait des spaghettis dans la tête, ce garçon. Et néanmoins, ça n'est pas une excuse sur le plan pénal. Non, mais si vous voulez, dans la rhétorique... Il avait l'air sérieusement atteint, c'est ça que je veux dire. Dans la rhétorique des psychiatres, il suffit pas de dire c'est un monstre, il a fait des choses absolument abominables. Il faut décliner ça en éléments cliniques pour savoir si les éléments cliniques que produit tel ou tel sujet vont nous renvoyer vers une pathologie mentale caractérisée. Qu'est-ce qu'on a? On a la schizophrénie, on a la paranoïa, qui s'accompagne souvent de délires plus ou moins élaborés et qui pourraient justifier d'un passage à l'acte tout à fait pathologique. On a des intoxications éventuellement avec des toxiques illicites qui pourraient propulser le sujet. On a l'épilepsie, on a des tas de choses, on a des encéphalopathies, on a tout ce que vous voulez. Notre boulot, c'est d'éliminer pied à pied, de manière très méthodique, tous les éléments susceptibles d'évoquer une pathologie psychiatrique, qui ne va pas émerger comme ça, ex nihilo, tout d'un coup, avec un sujet qui a démontré jusque-là qu'il était parfaitement adapté. C'était passionnant de parler avec vous, docteur Fabien Oba, expert psychiatre dans l'enquête sur le meurtre de Claude Tavernier. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.